Bonsoir Monsieur Baladier. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Vous l'avez vu, le plateau a un petit peu changé. Face à vous, quelqu'un que vous connaissez, je crois. C'est Coralie Mollaret, notre journaliste politique. Et donc, je vais vous présenter à côté de vous, c'est Simon Rossini-Bourgade, qui est le représentant des jeunes avec Macron. Bonsoir Simon. Bonsoir Abdel, bonsoir Monsieur Baladier. Bonsoir Simon. Coralie, Nicolas. C'est une première. C'est une Simon. première, très heureux d'être avec vous. Bonsoir le gars. Bon, eh bien écoutez, dans On quelques va essayer d'être à la instants... hauteur d'Alexandre qui a été là sur les autres émissions. Effectivement, dans quelques instants, vous pourrez bien évidemment interpeller Eddy Baladier et participer à notre débat. Nicolas également est là ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Abdel, Bon, bonsoir vous, Nicolas, tout le monde. vous êtes un habitué maintenant. Un habitué du plateau, j'ai envie de dire, très heureux d'être là encore une fois. Avec votre cocarde. Toujours la cocarde, hein, on n'en a pas parlé, mais encore une fois, je la remets. Coralie, à qui je vais donner tout de suite la parole, Monsieur Baladier, elle va vous poser la première question. Monsieur Valadier, Je m'attends au pire. vous n'avez pas de bol. Allez-y, on verra. Vous n'avez pas de bol. Ou est-ce que vous êtes chanceux? Oh, je sais pas, oui, je crois que je suis plutôt chanceux. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on a la santé, lorsqu'on a une activité et des relations amicales, humaines et familiales, je crois qu'on peut déjà se dire heureux. D'accord. Bon, politiquement, c'est peut-être moins le cas, parce que votre suppléant et maire de Langlade comparaîtra en octobre au tribunal pour des infractions liées à l'urbanisme. Est-ce que vous allez le conserver en tant que suppléant? Oh, là, vous commencez fort. On est dans des sujets qui sont personnels et qui ne touchent pas l'activité publique du maire de Langlade. Donc, vous me ferez grâce de... Il n'y a pas d'incidence sur son image. Alors, on rappelle que toute personne est présumée innocente. Je crois qu'aujourd'hui, les enjeux de cette élection départementale, ils sont évidemment importants parce que le conseil départemental, c'est une assemblée de proximité. Et moi, c'est vrai que j'ai la chance depuis maintenant 6 ans d'être conseiller départemental de ce canton, avec ma collègue Huguette Sarthe, adjointe au maire de Millau. On a 8 communes qui composent ce canton. Les enjeux, c'est de faire en sorte que ce territoire puisse se moderniser, se développer. Des enjeux, on va en reparler, mais le rôle d'un remplaçant, il est quand même important, parce que si d'aventure, vous étiez élu aux législatives, député, que vous devriez démissionner, il prendrait votre place. Aujourd'hui, en étant envoyant... Je vais vous rassurer tout de suite, je ne serai pas député. Voilà. Oui. Donc, mais est-ce que ça ne ternit pas un peu votre candidature? Moi, je crois que ça ne ternit pas la candidature du binôme qu'on porte. Je crois qu'aujourd'hui, on va en parler sans aucun doute. Le binôme que je compose avec Huguette Sarthe porte un bilan, porte des projets, a fait preuve d'engagement sur ce canton. Je crois de certaines réussites. Il faut qu'on aille on dirait plus que ça loin. vous gêne d'en parler du côté judiciaire. Non, mais moi, vous Pour savez... vous, ça n'a pas d'incidence sur les Vous savez, la dernière fois que je suis venu, vous m'avez parlé de ceux du président de l'agglomération, de ceux d'un autre. Enfin, franchement, moi je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. Chacun, les uns et les autres, auront à s'expliquer le moment venu et on verra. Je crois qu'on ne peut pas faire des procès d'intention à l'avance. Aujourd'hui, c'est plus la présomption d'innocence qui guide les uns et les autres, c'est la présomption de culpabilité. On est à l'envers des choses. Donc, laissons les choses se On avance se dérouler. sur les départementales. La question de Simon, la première. Alors ma première question, hier la liste La République En Marche a répondu favorablement, en PACA a répondu favorablement à l'appel du président sortant Renaud Muselier pour une union qui va au-delà des accords d'appareil. J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez de cet accord et au-delà, pour vous, est-ce qu'elle préfigure une reconfiguration de la droite peut-être par exemple? Qu'en pensez-vous? Je vais vous dire très sincèrement, moi j'ai toujours été engagé dans cette famille gaulliste. Jeune comme vous, j'ai beaucoup milité. Ça fait longtemps que j'ai un engagement public et je m'éloigne tous les jours un peu plus de la politique nationale. Et je dois vous dire que ce sujet des régionales en PACA, que j'ai vu comme vous jaillir ce week-end, il ne m'a absolument pas intéressé. Je crois qu'aujourd'hui, on fait de la politique comme on ne devrait pas en faire. La politique, c'est d'abord des projets. Aujourd'hui, on ne parle que des destins des femmes et des hommes qui veulent conserver leur mandat. On parle que des partis politiques. C'est un peu hypocrite de dire ça, parce que vous, en 2015, vous avez été élu parce que la gauche s'est retirée. Mais
Donc vous ne pouvez pas jeter le discrédit sur ce type de démarche, parce que vous-même, vous en avez bénéficié. Je jette le discrédit sur aucune des démarches. Je crois qu'aujourd'hui, pour nos concitoyens, l'essentiel, il n'est pas là. Parce il est aussi là, au deuxième tour en 2015, lorsque vous êtes élu parce que la gauche s'est retirée et qu'il y a eu un front républicain, c'était aussi un comportement... Enfin, c'est les électeurs qui votent aussi, c'est important. C'est surtout le choix de celles et ceux qui se sont retirés et le choix des électrices et des électeurs qui se sont portés majoritairement sur ma candidature. Mais lorsque les candidats qui se sont retirés l'ont fait, moi je ne les ai pas appelés. Il n'y a pas eu de marchandage, il n'y a pas eu de contrepartie. Mais pour aller peut-être un petit peu plus loin sur ce qui s'est passé ce week-end, M. Banatier, est-ce qu'il ne s'est quand même pas passé quelque chose? C'est-à-dire cette association entre les Républicains et La République En Marche, est-ce que finalement elle n'affaiblit pas un peu la droite? C'est ça la question. Moi je pense que tout cela crée de la confusion. Voilà, je crois que tout cela crée de la confusion. Moi j'ai le sentiment qu'à partir du moment où les Républicains, comme d'autres formations politiques, avaient décidé de présenter au premier tour des candidats qu'ils avaient investis, ces candidats-là auraient dû respecter l'engagement qu'ils avaient pris devant leur formation politique. Faire ça mais est-ce que la politique d'Emmanuel Macron est aussi éloignée que ça des attentes des Républicains? C'est la politique nationale. Moi, j'ai du mal à vous répondre parce que je vous assure, je suis très loin de tout ça. Mais cette élection régionale, elle n'est pas l'expression aussi nationale? Ça peut être une expression nationale, mais c'est là où le bas blesse. Parce qu'on se trompe de scrutin. L'élection départementale, ça va être une élection très locale, des cantons. L'élection régionale... On s'est rendu compte que la moitié des électeurs qui votaient aux élections départementales votaient sur des enjeux nationaux. C'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. Mais je ne dis pas qu'ils ne le font pas. Mais je dis que c'est un tort que de nationaliser ces élections locales parce que nos concitoyens, du coup, ne se prononcent pas sur les compétences exercées par les institutions. Donc, effectivement, si au niveau départemental, on fait de la sécurité le sujet majeur, on se trompe. Parce que au niveau de la sécurité, le département, et c'est ce que je propose avec d'autres amis, il peut agir seulement dans deux secteurs, la sécurité dans les transports et peut-être la sécurité autour des collèges. Donc faire croire derrière que le rôle d'un conseiller départemental, ça serait de régler d'autres problèmes de délinquance ou de stupéfiants, c'est mentir. Et voilà, donc je pense qu'il ne faut pas nationaliser les scrutins locaux. Rapidement, avant de donner la parole à Nicolas, quel est le bilan de votre mandat au conseil départemental? Difficile de se juger moi-même. C'est d'abord un bilan partagé avec Huguette Sartre. Je n'ai pas été seul à travailler sur ce canton. Je crois que c'est quelque chose qui nous correspondait bien tous les deux parce que c'est un mandat de proximité. Et c'est un mandat où on peut agir au niveau des collectivités qui le composent de façon concrète. Donc c'est vrai que... Qu'est-ce que vous avez fait du coup concrètement? On a notamment beaucoup aidé les collectivités à monter certains projets. L'extension de l'école de Saint-Dionysie ou de la cantine de Caveyrac. Les subventions pour Saint-Gilles. Oui, alors les subventions pour Saint-Gilles, autant que pour les autres. On va en parler, mais justement, les autres, qu'est-ce qu'il y a eu à Millau, Langlade, Générac, Clarensac? Qu'est-ce que vous avez fait? Langlade, je crois que le maire de Langlade a vraiment beaucoup fait pour sa commune. On l'a aidé pour sa salle polyvalente. Oui, il a délocalisé son cœur de ville près de la départementale. Pour sa future mairie. Il y a une route départementale qui traversait Langlade qui méritait que le département s'y réinvestisse. Avec Huguette Sartre, on l'a appuyé. À Générac, on a aussi financé beaucoup de travaux de voirie. Je pense à l'avenue Yves Besson. On aide beaucoup le centre communal d'action sociale de Générac, qui est extrêmement dynamique. À Saint-Côme, j'étais tout à l'heure au téléphone avec son maire Michel Verdier, porte un projet de rénovation, de modernisation, de réhabilitation du magnifique château de Saint-Côme qui fait aussi office d'hôtel de ville. Travaux, effectivement. Donc Nicolas, on a beaucoup. Une question. Oui, pour rebondir à ce que disait Simon Rossini-Bourgade tout à l'heure,
il y a dernièrement eu, c'était l'actualité du week-end, donc cette alliance fameuse avec les Républicains et la République En Marche en PACA. Donc déjà, je suis ravi d'avoir face à moi 2 représentants de la droite unie. Ça fait plutôt plaisir. Ça clarifie, j'ai envie de dire, la situation. À votre âge, vous commencez mal la politique. Mais franchement, là, j'ai peu vous de êtes leçons dans à l'archétype recevoir. de la politique. J'ai peu de leçons à recevoir, puisque dans la mesure où vous avez essayé de prendre la place de quelqu'un qui était dans votre parti politique, M. Franck Proust, à l'agglomération, vous étiez vice-président. Je ne peux pas vous... Excusez-moi... je ne peux pas vous laisser dire ça. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Je n'ai pas essayé de prendre la place à personne, puisque au mois de juillet, après les élections municipales, il n'y avait pas de président sortant. Donc je n'ai pris la place à personne. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Et on a tout à fait le droit, lorsqu'on est en démocratie, d'être candidat. Je suis d'accord avec vous, si on occulte toute la discipline de parti, normalement, chez les Républicains, qui est quand même assez présente. Mais la question n'était pas là, et c'était pour la recentrer justement sur le niveau plus local. Vous étiez vice-président sous la présidence de M. Lachaud. Vous étiez un proche, j'ai envie de dire, avec Mme Rouvran, qui est aujourd'hui candidate de la République En Marche sur un canton à Nîmes pour les élections départementales, tout comme vous qui êtes candidat à ces mêmes élections. Ma question sera donc simple, parce qu'elle fera le miroir avec cette fameuse alliance qu'il y a eu en PACA. Vous êtes plutôt de la droite qui copine avec le macronisme, ou plutôt de la droite qui copine avec le Front National? Je sais qu'il y a ces 2 lignes qui existent au sein de votre parti, ou pour reformuler, est-ce que vous êtes plutôt de la droite PACA avec le macronisme, ou plutôt de la droite Bourgogne-Franche-Comté avec l'extrême droite? Moi, vous savez, je ne fais pas du tout de politique, et je ne me positionne pas comme vous vous positionnez. Pourtant, la politique, c'est faire des choix. Bien sûr. Et faire des choix, c'est renoncer à d'autres. Donc ça, je sais faire. Mais moi, je me positionne comme un homme politique qui agit avec pragmatisme et bon sens au regard des attentes et des difficultés de mes concitoyens et des solutions qu'on peut y apporter. Arrêtons de mettre les uns et les autres dans des cases ou dans des boîtes bien fermées. Mais il n'y a pas de concurrence avec Franck Proust. Il n'y a pas de concurrence avec Franck Proust. C'est pas parce qu'à un moment donné, on ambitionne tous les deux la présidence de l'agglomération qu'on est en concurrence. Et puis la concurrence, elle peut être saine et loyale. Ça participe aussi à la vie démocratique. On n'est plus dans un temps où il fallait qu'il y ait toujours un candidat, toujours le même. On peut débattre. Vous ne pensez pas quand même que c'est au sein des partis, c'est quand même mieux que les choses se fassent avant pour une bonne lisibilité pour les électeurs? Mais ça s'est fait d'abord, je crois que vous confondez certaines choses. Et entre nous, tout ça à 8 mois, je crois que ça n'intéresse plus grand monde et c'est bien dépassé. Ça n'a pas laissé de traces. Ça n'a pas laissé aucune trace. Aussi un peu avec le maire de Générac. Aujourd'hui, vos relations sont tendues. Commune qui est sur le canton et c'est le premier vice-président de Nîmes Métropole. Mais qui vous dit que les relations sont tendues? C'est moi qui vous le dis, parce que je vous côtoie tous les deux. Moi, je vous dis, mais elles ne sont pas du tout tendues. Comme avec il a failli se présenter sur votre canton de Saint-Gilles. Tout à l'heure, je voulais vous le proposer comme suppléant, mais... Il a failli... C'est vous qui le dites, mais il n'a pas été. Oui, donc pourquoi vous voulez que je sois... Mais il a quand même essayé d'y aller. Non, mais c'était juste pour illustrer que quelquefois, quand il y a de la concurrence entre 2 hommes politiques, forcément l'entourage peut aussi connaître des bisbilles et il y a des dommages collatéraux. C'est humain, ça. Mais humain. De présenter un binôme de droite également face à vous sur votre canton. Peut-être que ça a été réfléchi, ça. Mais ça n'a pas été fait en tout cas. Moi, ça ne m'appartient pas. En tout cas, moi, c'est pas mon caractère que de faire de la politique, que d'être engagé dans la vie publique en créant ce genre de situation ou de climat. Je crois que la politique, c'est aussi une certaine noblesse des choses. Un mot, en parlant de noblesse, sur vos projets. Si d'aventure vous étiez réélu en juin, les 20 et 27 juin, qu'est-ce que vous feriez sur votre canton de plus avec Huguette Sartre, qui est votre binôme? Je crois que déjà poursuivre le travail qu'on a engagé, je pense que ça serait positif pour les habitants de ce canton et pour les communes qui la composent, parce que je crois qu'on a fait beaucoup. Je crois que maintenant on me connaît, on connaît Huguette,
on galvaude pas les mandats qu'on nous accorde, on y va à fond et je crois qu'on a fait du travail. Donc c'est poursuivre ce travail. Mais ça passe par quoi? Quel Après, projet? il y a un tas de projets qui restent à porter. Il faut désencombrer et désengorger l'avonnage. Voilà, donc sur Caveyrac, avec le département, Alors il y a des travaux pour... l'agglomération, il faut qu'on fasse en sorte que la circulation soit fluidifiée. C'est 25 000 véhicules jour qui traversent Caveyrac. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important pour l'avonnage. On a le sujet des collèges. Le collège de Saint-Gilles est un des plus vieux collèges du département. Il faut qu'il soit reconstruit, il faut qu'on ait un nouveau C'est prévu collège. ça, la majorité sortante l'a prévu. En tout cas, il faudra le faire. Et puis après, il y a des enjeux qui dépassent le cadre strict de notre canton, mais qui le touchent. Moi, je pense par exemple que sur ce département, on consacre un budget trop faible au développement de l'économie touristique. On consacre 4 millions et demi d'euros. C'est pas suffisant. Voilà. Ça servirait à quoi ces crédits pour l'économie touristique? Je crois qu'il faut être meilleur communicant. Il faut qu'on fasse une promotion plus forte des atouts et des valeurs de ce département. Enfin, je veux dire, entre le pont du Gard, Cosse-Cévennes classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville de Nîmes, le duché d'Uzès, le Gros-du-Roi et Aigues-Mortes, je crois qu'il y a beaucoup mieux à faire. C'est parce que fait Nîmes Métropole qui a la compétence tourisme aujourd'hui? Non, mais... Okay. Vous le savez très bien, ce sont des compétences partagées. Mais le département doit être le leader et le moteur. Et 4 millions d'euros par an, pour moi, je considère qu'on peut faire mieux et que c'est insuffisant. Simon, bien, votre deuxième question. Faire mieux, ça va dans la droite. Enfin, ma question va dans la droite ligne des deux précédentes. Donc vous avez ce bilan, vous voulez être réélu sur votre canton. Si la droite gagne, vous seriez candidat à la présidence du département pour faire mieux justement face à Richard Tibérino peut-être? Mais écoutez, ou est-ce que chez les Républicains il y a de la lisibilité déjà faite? D'abord, pour faire mieux dans ce département, c'est pas forcément nécessaire d'en être le président, parce que le département, comme une commune, c'est une équipe. Il y a un président, il y a des vice-présidents, donc on peut contribuer à faire mieux sans en être le président. Et puis, vous savez, vous y pensez, moi j'y ai jamais pensé. Je vous pose la question. Il faut comprendre aussi que comme beaucoup de mes collègues, comme d'ailleurs tous mes collègues, on est extrêmement occupés dans la gestion de nos collectivités, de nos cantons. Donc on verra bien ce qui se passe après. Vous êtes un candidat crédible, vous êtes maire, vous avez été réélu au premier tour avec 70% des voix, vous le savez, mais si, vous le savez. En tout cas, je vous le dis, droit dans les yeux, Coralie, c'est pas quelque chose qui me préoccupe. Je suis déjà extrêmement comblé de la confiance que m'ont témoigné les Saint-Gilloises et les Saint-Gillois. J'espère que les électrices et les électeurs du canton nous renouvelleront une seconde fois la confiance à ces élections départementales le 20 juin. Et à partir de là, j'en aurai sans doute largement assez. Qu'est-ce qui pourrait changer, pardon Coralie, qu'est-ce qui pourrait changer au département si la droite l'emportait par rapport à la majorité de gauche? Je pense qu'aujourd'hui... Fondamentalement. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité de gauche, elle n'est pas homogène. Elle n'est pas homogène. Il y a une gauche modérée qui a essayé de faire certaines choses. Denis Bois a fait certaines choses avec une certaine réussite, mais il n'a pas pu aller aussi loin qu'il le faudrait, parce que je crois qu'il y a une frange très dure de communistes qui freine la modernisation des pratiques dans ce département. Donc, vous avez un exemple? Oui. Voilà. Ah ben, un exemple. Modernisation. Enfin, je pense qu'il y a un tas de sujets. On va en prendre un qui a fait débat. C'est peut-être pas celui qui est le plus essentiel en matière de finances, mais l'accueil des mineurs non accompagnés. Bon, je crois que la droite a su interpeller le président du département sur les dérives qui étaient nées d'un certain laxisme. Et on ne peut pas être laxiste en la matière. J'ai ma réponse à ma première question. On ne peut pas être laxiste en la matière. Voilà, donc ça c'est un sujet sur lequel il faut que les choses puissent être claires. Et je pense qu'entre une frange modérée de la gauche et puis
d'autres qui sont plus à l'extrême, c'est difficile pour eux. Une petite question, si la droite l'emportait en juin, qui serait le président du conseil départemental ? Vous savez, on n'en est pas là. Il va falloir déjà que les élections se déroulent dans chaque canton. Mais M. Valadier, pourtant, il y a un candidat qui a été désigné par votre famille politique, c'est Richard Tibérino. Moi, je vous l'apprends. Oui, vous l'apprenez. Vous avez lu. Alors, vous vous rangez pas derrière Richard Tibérino. Non, mais écoutez, moi, aujourd'hui, je l'ai exprimé à mon collègue Richard Tibérino. Ouais. Faisons campagne, gagnons les élections, et le moment venu, on choisira le meilleur d'entre nous. Mais est-ce que c'est clair ça pour les électeurs ? Est-ce que c'est clair ? Parce que les électeurs, ils veulent savoir qui sera leur prochain président du conseil départemental. Eh bien non. Je crois que les électrices et les électeurs, mais excusez-moi d'être direct avec vous, oui, mais ils s'en foutent de qui ce sera. C'est pas les noms qui les intéressent. Au conseil régional, monsieur Valadier, mais non, au conseil régional, on a les candidats, on a Aurélien Pradion, on a Carole Delga. Au conseil départemental, c'est la même chose. On va donner la parole peut-être à Nicolas pour qu'il puisse poser cette deuxième question. C'était simplement une question pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de pragmatisme et je me retrouve dans vos propos. C'est important le pragmatisme, surtout dans les élections locales, dans la vie publique locale. Cependant, vous dites aussi être animé par l'intérêt des Gardoises et des Gardois. Ainsi, je me demande comment vous pouvez concilier tous vos mandats de manière optimale. Vous êtes maire de Saint-Gilles, vous êtes conseiller d'agglomération, vous êtes conseiller départemental. Si vraiment les Gardois vous intéressent, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité pour que vous vous reconcentriez sur des mandats plus locaux ? Je pense à votre mairie, je pense à l'agglomération de Nîmes, et éventuellement laisser la place au département du Gard à vos concurrents de gauche pour renforcer la majorité et afin de laisser la vie publique se dérouler pour les Gardoises et les Gardois et ne plus avoir une situation de majorité relative à l'Assemblée départementale. Je vois que vous avez beaucoup d'humour et ça fait plaisir. On me le dit. Vous savez, ce choix de vie, je l'ai déjà fait. J'ai abandonné mon mandat de conseiller régional pour être plus territorialement concentré sur le sud de ce département. En 2015, j'ai abandonné mon emploi de salarié pour me consacrer pleinement à ces mandats. Donc, ces choix, je les ai déjà faits. Ça pose quelques problèmes. Le Midi Libre, par exemple, vos confrères ont sorti un article et paraît-il que vous étiez l'un des conseillers départementaux les plus absentéistes. Non, pas du tout. Je crois que reprenez les... Il y en a 6 qui sont plus absents que vous. Reprenez les chiffres en 6 ans de mandat. 12 absences. J'ai été absent 2 fois par an. 2 fois par an. Je crois que c'est. Oui, ça fait 12, mais ça fait 2 fois par an. Ça dépend comment on présente les chiffres. 12 sur 50, ça fait quand même plus de 20%. J'ai été parmi les 5 élus les plus présents au dernier mandat au conseil communautaire. Vous savez. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faudrait peut-être faire un choix, parce que délaisser l'un pour valoriser l'autre. Non, ce sont, je vais vous dire, que vous pensiez que ce soit complémentaire. Non, ce sont effectivement, je le disais tout à l'heure en répondant à une question d'Abdel, ce sont des mandats très complémentaires parce que ce sont des mandats de proximité sur des territoires qui se jouxtent et où on a des compétences qui se complètent. Donc effectivement, le mandat de maire et le mandat de conseiller départemental, tel qu'il est pour moi sur 8 communes, c'est un mandat très complémentaire parce que ça me donne beaucoup de temps pour travailler sur ces 8 collectivités. Merci beaucoup, Monsieur Valadier, d'avoir répondu à nos questions.